lesquels il a commis ces atrocités aussi sont difficiles à défendre. Donc c'est un peu difficile de reprendre médiatiquement et de défendre cette affaire, même pour Al-Qaïda. Et cette affaire Merah a éveillé une curiosité morbide de la part de certains internautes. Alors cette curiosité est née un petit peu avec le moment où on a compris que Mohamed Merah avait probablement tourné des images de ces carnages. Alors depuis, beaucoup d'internautes se sont lancés à la recherche de ces images dans une pulsion, comme vous le dites, un petit peu morbide, mais on sait que les lieux où on pourrait retrouver ces images, c'est-à-dire les plateformes de partage vidéo comme Dailymotion, feront particulièrement attention aux images qui seront mises en ligne. Et d'ailleurs, sur le site de Slate, un responsable de Dailymotion explique que si une vidéo comme celle-ci arrivait sur la plateforme, elle serait repérée très rapidement grâce aux équipes et aussi grâce aux internautes qui sont très prompts à repérer ce genre d'images. Et personne n'aurait vraiment le temps de regarder ces atrocités. Et il y a également de fausses vidéos de l'assaut, Karim. Alors, je vais vous montrer cette page de notre site internet, et plus précisément de la page des observateurs, parce que depuis que Mohamed Merah a succombé sous les balles du raid, pas mal d'images sont apparues prétendant être le moment où le terroriste a été tué. Et on s'aperçoit avec ces images, par exemple, qui sont diffusées en ce moment, que ce sont des images qui n'ont strictement rien à voir. Ces images ont été tournées en septembre 2011 du côté de Toronto. L'homme vient d'être tasé. Il n'a rien à voir avec Mohamed Merah. On s'est même aperçu que certaines images ont été tirées de la répression syrienne. On avait par exemple l'image d'un homme à terre présenté comme Mohamed Merah. En réalité, c'était un homme qui avait succombé à la répression en Syrie. Et Mohamed Merah qui avait évidemment des homonymes, ils vivent un véritable calvaire. Alors c'est-à-dire sur le site de Ouest France, Mohamed Merah, je m'appelle comme le tueur, ma vie est devenue un enfer. Il témoigne, en plus il a 23 ans et il paraît qu'il lui ressemble. Il en a beaucoup souffert ces dernières heures et ces derniers jours. Il raconte que même sa patronne l'a appelé pour vérifier qu'il n'était pas du côté de Toulouse. Les insultes, les rends-toi Mohamed, il en a reçu beaucoup, mais aussi des messages qui font froid dans le dos, comme une internaute qui lui a écrit pour le féliciter. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour cet œil sur les médias. On vous retrouve dès lundi sur France 24. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal. Dans l'actualité de ce samedi, la confusion persiste au Mali après le renversement du président Amadou Toumani Touré. Les rumeurs les plus contradictoires circulent autour du chef de l'État et de la junte.
La rébellion Touareg annonce la poursuite de son offensive. La France toujours à l'heure des questions et des explications après les drames de Toulouse et la mort de Mohamed Merah. Pourquoi n'a-t-il pas été appréhendé plus tôt alors qu'il était fiché? Il était impossible d'aller plus vite, explique Bernard Squarcini, patron de la DCRI. Vous écoutez aussi l'analyse de Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste. Le sergent américain Robert Bales, formellement inculpé pour le meurtre de 17 civils en Afghanistan, il est aussi poursuivi pour 6 tentatives d'assassinat. Son procès présente de multiples enjeux pour l'administration Obama, nous dira dans un instant Stanislas de Saint-Hippolyte, notre correspondant à Washington. Voilà pour les principaux titres. Bienvenue dans cette édition sur France 24. Que se passe-t-il exactement au Mali? Quelle issue à ce putsch organisé par des sous-officiers de l'armée qui a abouti jeudi à la chute du président Amadou Toumani Touré? La confusion règne, confusion autour du président déposé. Le sort du chef des putschistes, le capitaine Amadou Sanogo, n'est pas plus certain, même si la junte affirme contrôler la situation. Parallèlement, la rébellion Touareg promet de poursuivre son offensive dans le nord du pays. Ils se sont passés le mot, c'est l'une des rares stations essence de la capitale encore ouverte. À cause de la fermeture des frontières, à Bamako, le litre de carburant a doublé en 24 heures. Manque d'essence mais aussi de pain depuis la prise du pouvoir jeudi par la junte militaire. Une junte déjà affaiblie par les nombreuses critiques. Alors qu'ils se préparaient pour le premier tour de la présidentielle le 29 avril, une dizaine de partis politiques a condamné dans une déclaration commune le coup d'État. C'est le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta, chef du Rassemblement pour le Mali. L'ordre constitutionnel doit être immédiatement rétabli. Le calendrier électoral doit être maintenu. Et les élections se teniront à la date prévue. À l'étranger aussi, des voix s'élèvent pour exiger le retour de l'ordre constitutionnel. Les États-Unis menacent même de suspendre leur aide au Mali. Toute assistance américaine au gouvernement du Mali en dehors de ce que l'on fournit dans un but humanitaire est remise en question si nous n'assistons pas au retour d'une situation démocratique. Condamnation aussi des voisins du continent. Le Mali doit être suspendu de toute activité de l'organisation jusqu'au rétablissement effectif et sans délai de l'ordre constitutionnel. Préoccupée, l'Union africaine a décidé de dépêcher à Bamako une mission conjointe avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Mais pour l'heure, toujours aucune nouvelle du président Amadou Toumani Touré, accusé d'incompétence par les putschistes dans la lutte contre la rébellion Touareg. Le chef de la junte s'est néanmoins voulu rassurant, le dirigeant serait sain et sauf. En France, les interrogations restent vives après le dénouement des drames de Toulouse et de Montauban. Le gouvernement, les leaders de la majorité font bloc pour défendre l'intervention du GIGN. À la question pourquoi Mohamed Merah n'a-t-il pas été appréhendé plus tôt alors qu'il était fiché, Bernard Squarcini répond à nos confrères du Monde qu'il était impossible d'aller plus vite. Quid donc de l'utilité du fichage? Écoutez l'analyse de Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste sur notre plateau. On ne peut pas à la fois, si vous voulez, critiquer un système qui a fait la preuve de son efficacité et aujourd'hui dire, ben finalement, il aurait fallu croiser les fichiers davantage, il aurait fallu s'affranchir peut-être des contraintes de la Commission nationale informatique et liberté, c'est-à-dire de mettre le curseur exagérément de l'autre côté pour des raisons de pure polémique. Je dis que, tel que je le sais, ça c'est un élément opérationnel, l'intéressé était à un stade où il n'apparaissait pas suffisamment, si vous voulez, dans le radar des services avec un point tel où on aurait pu, donc, où on aurait dû même accentuer la pression et éventuellement recueillir suffisamment d'éléments qu'on n'avait pas, qu'on ne pouvait pas avoir pour faire jouer le mécanisme judiciaire, c'est-à-dire demander au parquet de Paris donc d'intervenir, d'ouvrir une enquête préliminaire, probablement, puis peut-être une information judiciaire, mais au moins une enquête préliminaire. Le statu quo en Syrie où la journée d'hier a été marquée par de nouvelles violences. L'armée régulière a poursuivi ses offensives contre plusieurs villes rebelles, notamment Homs. Une trentaine de personnes ont été tuées, parmi elles des civils, des soldats loyalistes et des déserteurs. Parallèlement, des milliers de manifestants anti-régime ont défilé à Damas. Manifestation à la veille d'une mission de Kofi Annan à Moscou et à Pékin. Objectif, tenter de briser le cycle des violences. Robert Bales, formellement inculpé pour 17 meurtres et 6 tentatives de meurtre. Robert Bales, c'est ce sergent américain qui a délibérément tiré sur les civils le 11 mars dernier dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Il encourt la peine de mort.
Stanislas de Saint-Hippolyte, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Quelle est la suite de la procédure après cette inculpation formelle pour Robert Biels? Eh bien, après l'inculpation formelle, selon la procédure de la justice militaire américaine, il doit y avoir une audience préliminaire durant laquelle Robert Biels passera devant un grand jury. On n'a pas encore de date pour cette audience. C'est le juge enquêteur qui présidera cette audience qui déterminera si oui ou non Robert Biels passera en cour martiale. Et ce sera justement le procès en lui-même, cette cour martiale. Une cour martiale qui décidera de la sentence. D'après le code militaire américain, lorsqu'il y a assassinat, la peine minimum c'est la prison à vie. La peine maximale c'est tout simplement la peine de mort. Alors voilà pour la procédure judiciaire. Ce qui va être intéressant de suivre maintenant aussi, cela va être la stratégie des avocats de Robert Biels. Pour l'instant, ils s'orientent vers la thèse de l'amnésie partielle au moment des faits de leur client, une alternation du discernement, en insistant également sur les séquelles de ses passages en Irak. Vous savez que Robert Biels a été 3 fois en Irak et qu'il a eu notamment des séquences post-traumatiques là-bas, des séquelles post-traumatiques, pardon. Donc la stratégie des avocats va être intéressante à suivre maintenant aussi. Stanislas, une affaire judiciaire, mais aussi une affaire très politique. Le gouvernement afghan dit ne pas avoir confiance dans la justice américaine, pas plus que les talibans. La situation a l'air extrêmement difficile à gérer pour l'administration Obama. Oui, parce que les Afghans, et pas seulement les talibans, le gouvernement afghan également, aurait souhaité que le procès du sergent Biels se tienne en Afghanistan. Beaucoup d'Afghans n'ont aucune confiance dans la justice américaine, mais pour les Américains, il est hors de question de laisser un de leurs soldats, aussi affreuse soit la faute qu'il ait commise, hors de question de le laisser juger par la justice du pays dans lequel il a été envoyé en mission par les États-Unis. C'est un point non négociable. Alors, une fois qu'on a dit cela pose un problème diplomatique très sérieux avec l'Afghanistan. Les Américains veulent être en bon terme avec Kaboul pour que le retrait se passe le mieux possible d'ici à 2014. Donc, dans cette affaire, les Américains sont obligés de se montrer très sévères, presque exemplaires dans cette affaire. Et c'est ce qu'a expliqué Barack Obama. Robert Biels sera jugé comme s'il avait tué des citoyens américains. Et cela veut dire, bien sûr, qu'il va risquer la peine de mort. Ce n'est pas forcément une parole en l'air. La dernière exécution dans l'armée date peut-être des années 60. En revanche, il y a eu des condamnations encore récemment, des condamnations à mort au sein de l'armée. Il y a 6 soldats actuellement dans ce qu'on peut qualifier de version militaire des couloirs de la mort aux États-Unis. Merci Stanislas de Saint-Hippolyte à Washington. On reste aux États-Unis où l'affaire Trayvon Martin continue de soulever une vague d'indignation. Le jeune noir de 17 ans a été abattu fin février par un vigile blanc en Floride, un crime que le président américain Barack Obama qualifie lui-même de raciste. Barack Obama qui a tenu à s'exprimer sur un registre très personnel. On l'écoute. Je pense qu'on devrait tous se demander comment un acte pareil a pu se passer. Il faut examiner les lois et le contexte de ce drame et ses particularités. Mais mon message principal va aux parents de Trayvon Martin. Si j'avais un fils, il ressemblerait à Trayvon. Et je crois qu'ils ont raison d'attendre de notre part à tous, en tant qu'Américains, que nous prenions ceci avec tout le sérieux que cela mérite, et nous allons essayer de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Le pape Benoît XVI est en visite au Mexique. Voyez les images de son arrivée dans l'état de Guanajuato. C'est son premier voyage dans ce pays très catholique, première étape. Aussi d'une tournée latino-américaine qui le conduira aussi à Cuba. Le pape a appris à une meilleure reconnaissance du rôle de l'Église catholique, une Église qui doit aussi aider à éduquer les consciences pour venir à bout de la drogue, a-t-il ajouté. France 24 conseils. Holly et Michael votent républicain dans cette banlieue de Washington. Leur bête noire est la réforme de la santé du président Barack Obama en 2010, à commencer par la mesure phare, l'obligation de souscrire une assurance maladie à partir de 2014
sous peine de pénalité fiscale. Si on commence à laisser l'État nous dire de faire ceci ou cela, d'acheter tel ou tel produit juste parce qu'il l'a décidé, qu'est-ce qu'ils vont encore nous obliger à acheter et qui irait contre mes valeurs? Comme 40% des Américains et la quasi-totalité des républicains, Holly et Michael rejettent en bloc la réforme. Ils ont le sentiment qu'on les prive d'une liberté donnée par Dieu. Beaucoup d'Américains sont généreux, ils veulent bien aider, mais quand on commence à les obliger, ça nous pose problème. Un débat idéologique qui dure depuis plus de 20 ans. En 1993, Bill Clinton voulait déjà réformer le système de santé, mais il avait